Bonjour Jean-Daniel Lévy. Bonjour Nicolas Béton. Vous êtes directeur délégué d'Harris Interactive et bien sûr un des sondeurs les plus perspicaces sur ce qui nous arrive en France. Et avec vous, on va s'intéresser aux conséquences du second tour des élections régionales. Est-ce que le match de 2022 est relancé ? Le match de 2022 est évidemment relancé si jamais il a vraiment commencé. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on parle d'un affrontement potentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On sait en général qu'un an avant une élection présidentielle, ça n'est pas tout à fait prédictif de ce qui peut se passer par la suite. On a deux personnes qui sont clairement installées dans le paysage politique avec des prises de position qui apparaissent comme étant différentes sur le rapport à l'Europe, sur le rapport à l'État, sur le rapport à la sécurité, sur le rapport même aux catégories sociales auxquelles ils peuvent prioritairement s'adresser, mais que malgré tout, ça n'augure pas de la manière dont se déroulera la prochaine élection présidentielle. Parce qu'on dit que élections régionales et élections nationales sont vraiment très différents, c'est le cas ? C'est le cas, mais il y a quand même des éléments qui permettent de donner des tendances à partir des élections régionales, parfois même en termes de personnalité. On se rappelle par exemple qu'en 2004, Ségolène Royal était apparue comme étant la vainqueur des élections, notamment parce qu'elle avait battu le Premier ministre, en tout cas par délégation. Poitou-Charentes. En Poitou-Charentes. Et que ça lui avait offert, si vous me permettez l'expression, une forme de rampe de lancement pour 2007. Au cours des élections régionales de 2015, c'était déjà Xavier Bertrand qui était apparu comme étant le vainqueur des élections, notamment parce qu'il avait battu Marine Le Pen dans le cadre d'un duel et qu'il avait gagné une forme d'assise et que indéniablement, et c'est une partie de ce qui s'est joué hier soir, à l'issue de ces élections régionales, on va voir des profils apparaître et une identification plus forte de la part des Françaises et des Français. Alors bien sûr, sur toutes ces analyses pèse une grosse inconnue qui est le taux de participation extraordinairement faible. Est-ce que ça crée un vice total sur ce qu'on peut en dire, ou est-ce que c'est juste une adaptation à la fois d'un trend général d'une année sur l'autre, d'une élection sur l'autre, et une adaptation à un scrutin purement régional ? Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que si on voit ce qui s'est passé dans le cadre du premier et du deuxième tour des élections régionales, il y a des tendances qui étaient par exemple issues de ce qu'on a pu voir dans le cadre des élections municipales. À l'issue des élections municipales, la reconduction majeure de la plupart des responsables politiques sortants, qu'ils soient de gauche comme de droite. On avait même pu voir que dans les endroits où le Parti socialiste n'était pas fort, les écologistes étaient passés devant, et c'est également ce qui s'est passé dans le cadre de ces élections régionales. Mais le fait qu'il y ait une participation aussi faible a obéré le score du Rassemblement national. Et c'est un score... C'est la principale victime ? C'est la principale victime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'adresse à deux types de populations qui sont d'un côté les jeunes, de l'autre les catégories populaires, en tout cas majoritairement. Ce sont des populations qui sont un peu moins sensibles que les autres aux grands enjeux politiques lorsqu'ils apparaissent comme étant politiciens et que ça ne change pas véritablement leur vie quotidienne, et que ça a été les premiers à s'abstenir, et donc avec un ressac fort du vote en faveur du Rassemblement national, que ce soit dans le cadre des élections régionales, voire même dans le cadre des élections départementales. Et pas de mobilisation entre les deux tours, malgré l'appel de Marine Le Pen, un peu insistant, un peu brutalisant. Absolument, très peu de surmobilisation. On peut même d'ailleurs rappeler qu'en 2015, alors qu'on avait 50% des Français qui s'étaient déplacés au premier tour, une progression de 8 points entre le premier tour et le deuxième tour. Là, hier, une progression qui est une progression infinitésimale et donc qui n'a pas du tout profité au Rassemblement national. Un électorat qui plus est, qui en général aime bien sanctionner le pouvoir politique en place. Et là, on avait une singularité. Il n'y a pas de pouvoir politique sortant en quelque sorte. En tout cas, pas d'homothétie entre un pouvoir national et un pouvoir local. Pas en métropole, en tout cas. Pas en métropole. Est-ce que Marine Le Pen doit d'ores et déjà s'inquiéter sur la suite? Est-ce que ça veut dire que son électorat est en train de se démobiliser? Ça veut dire qu'en fait, on est dans une situation où vous avez une situation économique qui est tendue, une situation sociale qui est tendue, une situation sur le point de vue sanitaire qui est tendue, et des thématiques aujourd'hui qui portent sur l'immigration et la sécurité, qui devraient naturellement porter l'électorat du Rassemblement national à profiter de n'importe quelle occasion pour pouvoir prendre un bulletin de vote Marine Le Pen ou Marine Le Pen par délégation. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait probablement parce qu'ils ne se sont pas dit en fait que ça changerait véritablement les choses. En fait, qu'ils voyaient un engouement suffisamment important à l'égard de la candidate Marine Le Pen pour pouvoir se dire: apportons-lui suffisamment de force pour pouvoir être présente et arriver en force dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Donc aujourd'hui, les thématiques du Rassemblement national sont toujours présentes, son électorat est toujours là, et l'enjeu, c'est un vrai enjeu, qui est un enjeu de mobilisation. Elle avait su en profiter, par exemple, au cours des élections régionales de 2015. Parce qu'elle était là ? Parce qu'elle était là, soit directement, soit indirectement. On peut prendre 3 régions en 2015, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
Elle était là personnellement. Et 150 000 voix de plus en sa faveur. La région PACA, 100 000 voix de plus en faveur de Marion Maréchal Le Pen. Et dans le Grand Est à l'époque, avec Florent Philippot, avec également plus de 150 000 voix en faveur. Ça ne s'est pas du tout produit ce week-end. À gauche, on voit évidemment tous les sortants qui sont réélus. On se rappelle ce que vous disiez de cette mécanique-là il y a un instant. Mais des échecs partout ailleurs, quelle que soit la configuration choisie pour la gauche. Des gauches unies, gauches divisées avec un PS seul, par exemple avec la très belle réélection de Carole Delga en Occitanie, des gauches menées par les écolos, des gauches menées par les écolos avec les insoumis. Enfin, il y a vraiment tous les cas de figure. Et jamais, dans les territoires de conquête, ça ne passe. Jamais ça n'est passé pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on avait des personnes qui étaient quand même bien installées dans chacune des régions. Et donc, en fait, ça a limité la mobilisation de la part de la gauche. Et puis, le deuxième aspect, parfois, le sentiment qui est une forme d'illisibilité de ce qu'était le projet politique de la part de ceux qui étaient alternatifs. Soit dans les régions qui aujourd'hui étaient dirigées par la gauche, soit dans celles qui étaient dirigées par la droite, où on ne voyait pas forcément, mis à part être contre le président ou la présidente de région sortant, ce que pouvait être l'orientation politique. Dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, en tout cas dans la région de France, une union, vous l'avez indiqué, qui était présente dès le premier tour, la seule région dans laquelle il y avait cette union, et effectivement, non seulement un score qui est un score décevant pour la candidature, c'est ça, qui est inférieur à celui qui est réalisé en 2015, et surtout une progression entre le premier tour et le deuxième tour, qui était une progression que de 3 points, qui montre bien en fait qu'il y avait la perception qu'il y avait l'alignement de logos, mais pas forcément une dynamique politique et un projet politique qui apparaissait comme étant enthousiasmant. Ce qu'on voit aussi dans les Pays de la Loire, avec un Mathieu Orphelin qui espérait beaucoup. Mathématiquement, ils étaient à égalité avec Christelle Morancé, la candidate des Républicains et du Centre. Mathieu Orphelin espérait beaucoup être celui qui emporte une région et la donne l'offre, entre guillemets, au vert, raté. Il peut y avoir deux grilles de lecture. Enfin, il peut y avoir une grille de lecture, que ce soit dans la région Pays de la Loire ou dans les régions dans lesquelles il y a eu fusion entre une liste écologiste et une liste socialiste. La première grille de lecture, c'est de se dire qu'il y a eu très peu de déperdition au sein du camp politique de la gauche. On demandait s'il y avait des gauches qui étaient irréconciliables. Manuel Valls, par exemple, avait mis l'accent dessus. A priori, ce n'est pas le cas d'un point de vue électoral. Il y a pratiquement, ce qui est rarement le cas d'un point de vue électoral, mais une addition entre le score du premier tour de chacune des deux listes et le score du deuxième tour. Mais deuxième pas de dynamique. Mais aucune dynamique d'un côté. Et d'autre part, en fait, des candidats La République En Marche, qui en général ont baissé très fortement, non pas pour se positionner vers les candidats de gauche, mais beaucoup plus vers les candidats de droite, notamment lorsqu'ils étaient sortants. Alors précisément, La République En Marche fait un score pitoyable, 10% à peu près, avec à peu près partout, sauf dans le Grand Est, un recul par rapport au premier tour, enfin dans les régions où il y avait encore un candidat de La République En Marche. C'est donc un mauvais score et une mauvaise nouvelle pour le président de la République. Est-ce que c'est important pour la force politique du président de repartir à la conquête des territoires, ou est-ce qu'il faut scratcher tout ça et se concentrer sur l'élection présidentielle ? Le vieux monde n'est pas mort. Et en fait, le vieux monde, c'est aussi une France qui s'inscrit dans les territoires. C'est une France qui s'inscrit avec des relais de la part d'élus, de citoyens, de personnes qui sont implantées localement et qui peuvent faire remonter un certain nombre de messages, voire même descendre la parole présidentielle ou la parole du candidat. Ouais. Donc c'est évidemment un problème aujourd'hui pour la majorité présidentielle de ne pas avoir d'implantation territoriale suffisamment forte pour pouvoir faire justement cet aller-retour, et d'autant plus qu'il y a une critique qui est portée à l'égard d'Emmanuel Macron, d'être un président de la République qui prend des décisions tout seul, qui prend des décisions en étant à Paris et n'étant pas forcément en présence avec les territoires, absolument, et que dans ce contexte-là, on a pu voir que la conquête de l'Élysée en 2017 s'était appuyée justement sur un développement et un déploiement d'une force qui s'appelait à l'époque En Marche sur la totalité du territoire, et qu'aujourd'hui, cette présence-là n'est pas suffisamment forte pour le président de la République. Et qu'il faut réinventer ? Absolument, qu'il faut réinventer. On a vu en fait qu'il y a eu quand même En Marche qui était présent pour la conquête du pouvoir, La République En Marche pour la gestion du pouvoir. Il va y avoir, si je ne me trompe pas, d'ici quelques semaines, une réflexion autour de l'organisation de ce que peut être la formation du président de la République, et donc dans ce contexte-là, inévitablement, une réflexion sur les territoires. Deux derniers sujets, si vous voulez bien, avant de conclure. Évidemment, on viendra sur la droite dans un instant, mais Emmanuel Macron, aujourd'hui, comme tous les présidents sortants et comme tous les présidents après une élection présidentielle, dans une dernière année de mandat, se disent, après une élection locale, pardon, dans une dernière année de mandat, se disent,
est-ce que je dois réactiver la machine à réforme ou est-ce que je dois gérer mon petit capital, si tant est qu'il existe? Quelle est votre position? Il faut qu'il continue la réforme, parce qu'en fait, son objectif principal, c'est de conquérir et d'éviter en fait, que la droite, justement, puisse trouver un espace politique. C'est là où se trouve la majeure partie des réservoirs de voix en faveur du président de la République. Et dans ce contexte-là, ce qu'attendent en priorité les personnes qui se déclarent proches de la droite et qui ont un regard positif à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a pris le chemin des réformes depuis son élection et que globalement, il a réussi à faire des choses que la droite n'était pas parvenue à réaliser, notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et donc refaire, par exemple, remettre la réforme des retraites sur le haut de la pile? S'il le fait, probablement qu'il faut le faire vite, rapidement, pour éviter qu'il avant l'élection. Ah oui, pour éviter qu'il y ait une trop forte conflictualité sociale. C'est un des points sur lesquels aujourd'hui il pourrait se singulariser et dire vous voyez, j'ai été capable de le faire, alors même qu'à l'époque, notamment par exemple de François Fillon, cela n'a pas été fait. Dernier sujet, la droite qui sort renforcée de ce scrutin, clairement renforcée, avec 3 discours, dont 2 avec une tonalité clairement nationale, celui de Xavier Bertrand à 8h02 hier soir, 20h02, et Laurent Wauquiez, bien sûr, qui avait des accents tout à fait nationaux et laissant pas place au doute. La guerre des droites est repartie? Si jamais elle s'est une fois arrêtée, oui, la guerre des droites est repartie. Je pense qu'elle n'a jamais tout à fait arrêté. Il y a aujourd'hui indéniablement en fait, une personnalité centrale qui s'appelle Xavier Bertrand, qui a d'un point de vue de timing et d'un point de vue d'opinion aujourd'hui un temps d'avance, c'est-à-dire qu'en termes de confiance, en termes de popularité, en termes d'intention de vote, il est devant Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez. Inévitablement, on va avoir un été avec des prises de parole qui vont être fortes de la part des 2 autres responsables politiques. Pour construire leur capital. Pour construire leur capital, pour modifier quelque peu leur image et pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent fédérer le cœur de l'électorat des Républicains. On a une droite qui attend une revanche politique, qui va se chercher un leader, et donc elle va scruter cet été ce que vont dire les principaux responsables politiques. Ce qu'on voit dans ce deuxième tour des élections régionales, c'est que l'électorat d'En Marche, ou de la République En Marche d'Emmanuel Macron, pour faire simple, a délaissé la République En Marche là où son vote pouvait être plus utile, par exemple pour aller à droite. C'est ça qui menace le président? C'est ça qui menace le président. C'est un président aujourd'hui qui apparaît en capacité de pouvoir bien faire les choses. On lui reconnaît d'un point de vue global la bonne gestion de la crise, en tout cas c'est le cas à l'heure actuelle. On ne lui reconnaît pas forcément l'envie ni forcément la vision qu'il peut avoir de la société française. Il est capable de faire. Est-ce qu'il donne envie de rêver à nos compatriotes? Pas tout à fait. Et c'est aujourd'hui un des points d'achoppement du président de la République. Merci beaucoup, Jean-Daniel Lévy.